La semaine dernière, je vous montrais 5 effets simples mais très utiles sur After Effects. Allez d'abord voir cette première partie pour tout comprendre, car aujourd'hui on continue avec 5 nouvelles techniques rapides mais extrêmement pratiques. Pour présenter l'effet niveau, on va commencer simplement avec une image d'oiseau qu'on va venir retoucher. Lorsque je viens appliquer l'effet, je vois que je peux jouer sur plusieurs paramètres. Actuellement, l'effet affecte la couche RVB, donc toutes les couleurs, et très concrètement, ça veut dire qu'il va venir affecter la luminosité de l'image. Le curseur de gauche représente les zones les plus noires de l'image, et le curseur de droite les zones les plus claires. Concrètement, on a une représentation colorimétrique définie, qui est représentée par ce graphique. Là, on voit qu'on n'a quasiment aucune donnée 100% blanche, quelques données intermédiaires, beaucoup de données dans les tons plutôt foncés, et quelques données dans les tons noirs. Si je viens rapprocher le curseur qui définit les tons clairs, les pixels les plus clairs le disent encore davantage, ils sont plus lumineux. A l'inverse, si je viens modifier le curseur de gauche, c'est les zones qui étaient auparavant grises qui vont maintenant devenir plus noires, comme on le voit avec le fond. Et plus je vais augmenter le curseur, plus je vais rendre 100% noir les zones de l'image, ce qui va également occasionner une perte d'information. Les autres paramètres de l'effet sont pas très importants, le petit curseur juste ici sert juste à gérer l'équilibre global, la petite jauge juste ici permet de rajouter du blanc ou du noir dans l'image de manière complètement uniforme, exactement comme si on fondait un calque de couleur dessus, et les paramètres qu'on voit ici représentent juste la position des curseurs sur le graphique au-dessus, c'est la même chose de rentrer des valeurs précises juste ici ou de modifier les curseurs. Donc rien qu'avec ça, c'est un outil vraiment utile pour modifier le contraste et la luminosité des images, mais on peut également venir retoucher notre photo couche par couche. Je peux décider de travailler uniquement sur les tons rouges, et comme ça je peux retirer progressivement du rouge de l'image là où il y en a le moins, ou au contraire, écraser complètement le rouge de l'image. Ça marche exactement de la même manière pour le vert, et bien entendu, pour le bleu. Maintenant, il y a un dernier paramètre que je ne vous ai pas montré, c'est le paramètre alpha. Le paramètre alpha, il permet de jouer sur la transparence de l'image. Là, c'est une photo, elle est 100% opaque. Si je viens activer la grille de transparence, on voit qu'elle ne transparaît absolument pas à travers, tous les pixels sont 100% opaques. Par contre, si je viens baisser manuellement l'opacité du calque, on voit que l'image se fond de plus en plus dans l'arrière-plan. Là par contre, l'effet niveau n'aura aucun intérêt parce que tous les pixels ont exactement la même transparence, mais il y a un effet dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, l'effet flou gaussien, qui permet de flouter une image, et donc, quand on décoche recopier les pixels du contour, de créer un dégradé de transparence entre des zones 100% opaques et des zones 100% transparentes. Par conséquent, si on pouvait empêcher le floutage de créer un tel dégradé de transparence aussi fluide, qui crée donc ce rendu flou, pour récupérer une bordure nette mais arrondie, eh bien on pourrait très facilement arrondir à peu près n'importe quoi, et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire avec l'effet niveau. Comme je vous le disais, en modifiant la couche alpha, on peut décider à quel niveau on veut que les zones puissent être plus ou moins transparentes. Si je repousse le curseur à l'extrémité, on va avoir plus de flou qui va s'installer. Mais si je viens repousser la limite de gauche vers le centre, et pareil pour la limite de droite, eh bien la zone où il peut y avoir un dégradé de transparence est de plus en plus réduite, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un bord parfaitement lisse. De cette manière, on a très facilement arrondi les bords d'un carré, et on peut à tout moment venir ajuster notre arrondi grâce à l'intensité du flou gaussien. Ça c'est vraiment une technique très pratique et très utilisée dans plein de cas. À ma connaissance, c'est la principale utilité du paramètre alpha de l'effet niveau. J'espère que vous comprenez désormais mieux à quoi il sert, et que vous n'hésiterez pas à utiliser cet effet qui est vraiment très polyvalent comme on a pu le voir. Passons maintenant à l'effet transformation qui va être plus rapide à présenter. J'ai ici animé ce petit cercle avec une animation toute simple de position et d'échelle, et après réflexion, je me rends compte que j'aimerais bien que le cercle bouge de gauche à droite en même temps que cette animation. Bien sûr, je pourrais venir rajouter une image clé au début, modifier la valeur de celle-ci, redécaler un peu plus celle-là et puis donner une illusion de mouvement continu, mais c'est quand même assez long. Ça serait bien si je pouvais simplement rajouter par-dessus l'animation préexistante un mouvement uniforme. Également, après réflexion, je trouve que la taille globale de ma boule est trop grosse, et j'aimerais bien réduire l'échelle de manière globale. Alors certes, je pourrais modifier chaque image clé, ou alors précomposer le cercle, mais ça me coûterait soit beaucoup de temps, soit des calques en plus, et ça serait quand même bien s'il y avait une option plus simple. Énorme surprise, pour ce genre de cas, oui, il y a une solution plus simple, c'est l'effet transformation, qui vous redonne concrètement tous les paramètres de base de votre calque, donc la position, la rotation, l'échelle, l'opacité, le point d'ancrage, et qui vous permet donc de rajouter une deuxième animation. Donc là, j'ai simplement créé mon mouvement de gauche à droite comme je le voulais par-dessus mon animation préexistante, et j'ai réduit l'échelle que je trouverais trop grande en passant le paramètre à 80, ce qui me donne en quelques secondes, sur un seul calque, le résultat que je recherchais. Voilà, c'est à peu près tout pour ce cas pratique. Il y a d'autres paramètres propres à la transformation, comme l'oblique qui n'est pas dans les paramètres de base des calques, ou l'angle obturateur qui permet de créer du flou de mouvement. Rien de très compliqué, si ça vous intéresse, je vous laisse aller expérimenter par vous-même. On passe à la postérisation temporelle, un autre effet très simple et très pratique. Ici, j'ai à nouveau deux cercles qui ont un mouvement très simple. Sur celui du bas, j'ai absolument rien touché, mais sur celui du haut, je lui ai rajouté une postérisation temporelle avec une cadence de 12, ce qui a concrètement pour effet de saccader le mouvement, puisque le calque ne sera rendu qu'à 12 images par seconde, contrairement à celui du bas qui est rendu à la cadence de ma composition, donc de 30 fps.
On peut évidemment modifier cette valeur. Ici à 4 fps on voit que le mouvement est encore plus saccadé. Et là vous vous demandez sûrement mais à quoi ça sert de faire ça? Ça n'a aucun intérêt de dégrader comme c'est une animation. Mais en fait c'est vraiment un effet très utilisé, notamment pour reproduire l'esthétique de l'animation traditionnelle. Fatalement à l'époque il fallait dessiner chaque image, donc ils travaillaient pas à 60 images par seconde, sinon ils en auraient eu pour 40 ans pour faire un seul film. Les cadences de l'époque c'était plutôt entre 12 et 24 images par seconde. Et quand on veut se rapprocher de ce style, comme c'est souvent le cas en motion design, on aime bien nous aussi approximer ce rendu en baissant un petit peu la cadence pour ne pas que l'animation semble trop numérique. Si vous n'êtes pas convaincu, il y a plein d'autres cas applicatifs comme par exemple les textures. Ici c'est texture de papier qu'on va pouvoir ajouter à un élément. De base je lui ai donné un mouvement pour qu'elle tremble de manière complètement chaotique comme ça. C'est grâce à la posterisation à 8 images par seconde qu'elle a ce rendu organique assez agréable à regarder. Si je le désactive, c'est complètement chaotique. Si les textures comme ça vous intéressent, je vous renvoie à ma vidéo dédiée au sujet, mais la posterisation est vraiment un effet utile dans plein de cas pour ajouter un peu de cachet à des éléments, et même si vous vous dites là présentement que vous allez jamais utiliser ça, qu'on a la chance de pouvoir faire tourner des vidéos à 240 fps en 4K, et que ça serait complètement stupide de dégrader artificiellement la cadence, il y a tout à parier que dans quelques mois ou dans quelques années, si vous continuez à utiliser After Effects, vous finirez obligatoirement par l'utiliser dans au moins un projet. On continue avec les effets de bruit qui permettent de créer du bruit, et c'est un peu la même chose que la posterisation, c'est un effet très utile pour créer de la texture et donner un rendu particulier à un élément en motion design. Il y a 4 effets de bruit directement intégrés, le bruit normal qu'on voit ici, il est très simple, vous avez juste un curseur qui vous permet de définir la quantité de bruit que vous voulez ajouter, et vous pouvez définir si vous voulez que votre grain soit uniquement en noir et blanc, ou alors si vous voulez qu'il soit saturé avec d'autres couleurs. C'est également un effet qui s'anime automatiquement, donc là on voit que c'est un peu chaotique quand on l'applique, c'est pour ça que j'ai rajouté juste au-dessus notre ami la posterisation temporelle, qui rend tout de suite l'effet 30 fois plus regardable à 8 images par seconde, et un effet de recoloration qu'on avait vu dans la première vidéo, qui me permet d'avoir des pixels uniquement roses ou uniquement noirs, pour ne pas avoir trop 40 couleurs différentes. Ensuite on a le bruit alpha, je passe très rapidement dessus, concrètement c'est un peu la même chose que l'autre mais avec plus de paramètres. Il peut être utile mais ces paramètres sont pas très intuitifs, à titre perso je l'utilise très rarement, bref vous savez qu'il est là. Et ensuite on a le bruit TLS et le bruit TLS auto. Le bruit TLS auto je vais laisser de côté, c'est exactement la même chose que le bruit TLS mais il s'anime automatiquement. À titre personnel je préfère toujours avoir un contrôle précis sur l'animation de mon grain, donc j'utilise jamais le bruit TLS auto. Bref, pour notre bruit TLS de base, on peut définir la manière dont on veut que le bruit s'applique. Il peut être uniforme, dispersé ou alors en forme de grain. Et le paramètre grain est vraiment sympa puisqu'on peut définir facilement la netteté de notre bruit et la taille du bruit. Si je désactive la recoloration, je pourrais également venir modifier la teinte et la saturation, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans notre cas. Une fois que je suis content de l'esthétique de mon bruit, je peux venir l'animer avec une expression toute simple sur la phase. On a ici une posterisation qui fait la même chose que l'effet que je vous ai présenté juste avant, et une fonction qui va me chercher sur chaque image une valeur entre 1 et 1000 sur la phase, ce qui va me donner une valeur complètement aléatoire à chaque fois, et ce qui va me permettre de créer ce rendu très saccadé. Là comme ça paraît pas très intéressant ni très esthétique, mais encore une fois c'est très utilisé pour ajouter un peu de texture. Ici par exemple j'ai un petit texte intégré à mon fond, et vous voyez que le grain que j'ai rajouté sur les bords lui donne plus de vie, plus de texture. Il s'intègre beaucoup mieux au fond comme ça. Avec le texte 100% blanc, 100% plat, c'est tout de suite beaucoup moins propre. Bref, voilà pour le bruit. J'espère que vous en comprenez l'utilité et que ça vous aide à comprendre pourquoi la posterisation temporelle est elle aussi très utile. Pour résumer, l'effet bruit de base est extrêmement pratique quand vous devez juste en rajouter un petit peu sans vous prendre la tête. Vous avez juste un paramètre et vous pouvez définir si vous voulez ou pas avoir des couleurs. Là où le bruit TLS offre plus de contrôle et va vraiment être très utile lorsque vous allez rechercher une esthétique bien précise. Et on termine avec l'effet vignette qui n'en est pas vraiment un, vous allez voir. Imaginons que je commence une nouvelle animation, je pourrais comme d'habitude faire CTRL Y pour créer un nouveau solide, l'appeler fond, et venir choisir une couleur qui me plaît, par exemple un bleu foncé. Je valide, et là j'ai quand même un fond très plat, c'est pas très intéressant. Je pourrais vouloir améliorer un petit peu ce fond en rendant les bords plus sombres pour que l'attention soit bien focalisée sur le centre. Pour ça, beaucoup de gens vont avoir tendance à utiliser l'effet CC vignette qui permet concrètement de faire ça. On peut définir la luminosité des bords, à quel point on veut que ça soit dispersé, et la position du centre de l'effet. Donc là on se dit waouh c'est nickel, c'est super simple, je vais utiliser cet effet tout le temps, mais en fait c'est pas un très bon effet, ou du moins c'est pas un effet qui permet de donner beaucoup de contrôle à votre vignette. Vous pouvez seulement définir sa position, sa dispersion et son opacité, et c'est pas tellement énorme. Et la plupart du temps, quand on veut que ça rentre vraiment bien, on veut beaucoup plus de contrôle que ça. Donc oui, la fin de cette liste n'est pas un effet à utiliser, mais plutôt une technique à utiliser, parce qu'il y a un moyen extrêmement simple de réaliser de meilleures vignettes en un rien de temps. Pour vous montrer, je vais supprimer l'effet vignette, je vais refaire CTRL Y pour créer un nouveau solide, je vais le passer en 100% noir, je vais l'appeler vignette, et je valide. Maintenant, je m'assure que mon calque est bien sélectionné, je viens ici sélectionner l'outil ellipse.
Si jamais vous ne voyez pas l'outil ellipse, pas de panique, vous cliquez sur le rectangle, vous restez appuyé et vous descendez jusqu'à l'ellipse et là seulement vous relâchez le clic. Donc là c'est bon, il est bien sélectionné, je m'assure encore une fois que le calque vignette est bien en surbrillance, qu'il est bien sélectionné, et je viens double-cliquer sur l'ellipse. Là c'est un raccourci très simple qui vient de nous créer un masque sur notre calque noir aux dimensions de la composition avec une forme d'ellipse. C'est un bon début, mais là c'est le centre qui est obscurci, nous on voudrait bien l'inverse, donc on va venir passer de addition à soustraction. Maintenant nos bords sont devenus noirs, c'est pas mal, mais on aimerait bien que ce soit beaucoup plus adouci. Pour ça rien de plus simple, je viens développer les options du masque, et dans le contour progressif, je vais venir rentrer une valeur de par exemple 700, ce qui va avoir pour effet d'adoucir les bords. Et là, le tour est déjà quasiment joué. On a le même résultat qu'avec l'effet vignette, mais on a 30 fois plus de contrôle. On peut ajuster la dispersion en modifiant le contour progressif, on peut modifier le centre de l'effet en jouant avec l'expansion du masque, on peut également affecter l'opacité globale en modifiant l'opacité du calque, et surtout, notre vignette c'est vraiment un calque à part entière, on a un masque libre qu'on peut modifier. Si par exemple on veut que notre vignette soit plus prononcée en bas qu'en haut, on peut venir prendre le point du haut, l'écarter un petit peu du centre pour éclaircir la zone, et puis ajuster vraiment chaque courbe à notre guise pour avoir un rendu qui nous plaît vraiment. C'est beaucoup plus efficace et ça nous donne beaucoup plus de contrôle que si on passait par un effet. Pour vous donner d'autres idées, je suis venu ici rajouter du bruit sur la vignette, ça vient encore rajouter un petit peu de texture même si c'est très subtil, et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire avec l'effet CC Vignette. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée, utilisez toujours un fond noir avec un masque ovale, c'est 40 fois mieux. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos sur After Effects chaque semaine.